Donc, je vais discuter d'ALR et d'antithrombotique à la lumière des recommandations. On a une toute petite difficulté puisque les recommandations françaises rencontrent les recommandations européennes, ce qui génère nécessairement de l'inquiétude. Par chance, elles sont quasiment identiques à quelques détails près que je vais discuter. Donc, les recommandations, c'est celles du GIP et de l'ASFAR, à la fois pour les anticoagulants oraux et les antiplaquettaires. Et il ne vous a pas échappé que l'an dernier sont sorties les recommandations des anticoagulants en situation d'urgence, dont je dirai un mot. Voilà mon plan, je vais partir du centre pour aller vers la périphérie. Je vais donc commencer par le nœud axial, presque une situation qui nous inquiète le plus en termes de complications associées aux antithrombotiques, puisque l'anesthésie, la rachianesthésie, la péridurale et la périrachie combinée peuvent se compliquer d'un hématome périmédulaire. On finit toujours par redouter à un moment donné, quand on réalise que le patient avait des anticoagulants qu'on n'a pas parfaitement gérés, des antiplaquettaires qui ne sont pas de l'aspirine, quand les ponctions sont multiples, quand il y a un peu de sang qui revient avec un reflux. À quel moment ça nous inquiète? À quel moment ça survient, l'hématome périmédulaire? Eh bien, étonnamment, ça ne survient pas tellement au moment de l'imponction. Vous voyez, c'est 7% des cas que le diagnostic arrive au moment de la ponction. Ça survient durant le traitement, pendant que le cathéter est dans le dos, et surtout au moment où on enlève le cathéter. Les signes, le tableau complet, c'est douleur du dos, déficit sensitif, déficit moteur, mais le tableau n'est complet que dans un peu moins de la moitié des cas. Le reste du temps, il peut y avoir 1 ou 2 symptômes seulement, mais dans tous les cas, c'est une urgence diagnostique qui va nécessiter de l'imagerie, une urgence thérapeutique. Est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que c'est un mythe? Est-ce que vous en avez vu? Est-ce que vous vous en voyez souvent? Ça, je vous souhaite que non. C'est pas un mythe et effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon régulière dans la littérature et en association aux antithrombotiques. Vous voyez cette série ici où les auteurs ont regardé dans la littérature et collecté les différents cas d'hématomes périmédulaires associés à une anesthésie neuraxiale qui avait été publiée. Ils en ont trouvé 166. Et ils les ont classés en fonction de l'époque où c'était survenu, par tranche de à peu près une dizaine d'années. Et vous voyez en premier lieu qu'entre 76 et 93, ils en avaient trouvé que 2,5 par an, et ensuite l'incidence annuelle a augmenté pour arriver à 7,5 par an. Alors ils se sont demandé si l'incidence avait augmenté parce qu'on faisait beaucoup plus d'anesthésie neuraxiale, ou si quelque chose d'autre avait été modifié dans nos prises en charge pouvant expliquer cette épidémie d'hématome périmédulaire. Et ils ont plutôt opté pour l'autre option. Effectivement, c'est le moment où on s'est mis à largement utiliser les anticoagulants en thromboprophylaxie, où d'autres molécules antithrombotiques ont été commercialisées. Et au départ, on a globalement pas mal tâtonné dans cette utilisation. La preuve que c'est plutôt cette raison, c'est que sur les 166 hématomes périmédulaires, 105, donc 66% d'entre eux, survenaient dans un contexte de prise d'antithrombotiques. Voire même, dans 47 cas, il y avait plus qu'un antithrombotique, et dans 12 cas, on réalisait l'anesthésie neuraxiale alors même que le patient prenait 3 antithrombotiques. Et vous voyez dans le tableau, ça survient aussi avec les HBPM, aussi avec les HBPM à dose prophylactique, avec les AVK, avec les AOD, avec le fond d'appareil NUX. Donc c'est un signal de prudence sur l'utilisation des antithrombotiques. Réaliser une anesthésie neuraxiale sans arrêter les anticoagulants, sans arrêter les anti-P2Y12, ça nous expose à des complications hémorragiques. Et la première recommandation est simple, c'est qu'il ne faut pas réaliser d'anesthésie neuraxiale chez un patient qui sera traité par tout ce qui est à droite de la flèche, du clopidogrel, du prasugrel, du ticagrelor, des AVK et des AOD. Si on ne peut pas le réaliser alors que le patient est traité par ces médicaments, c'est qu'il faut les arrêter. Pour les antiplaquettaires, aucune particularité liée au nœud axial, c'est les durées d'arrêt d'une chirurgie hémorragique. C'est la règle des 3-5-5-7, une dernière prise à J-5 pour le clopidogrel, J-7 pour le prasugrel, médicament qu'on voit exceptionnellement, et J-5 pour le ticagrelor. Aucune nouveauté sur ce point. Si on s'intéresse maintenant aux anticoagulants, ces diapositives-là, avec les barres rouges, c'est les tableaux des recommandations européennes, pour vous montrer à quel point les recommandations françaises et les recommandations européennes sont proches en réalité. Les anticoagulants injectables en prophylaxie représentent un risque d'hématome périmédulaire. Même si votre patient reçoit de l'énoxaparine 4000, que vous n'avez pas respecté les délais, vous pouvez l'exposer à un hématome périmédulaire. Et vous voyez ici les délais d'arrêt proposés. Pour une HBPM à dose prophylactique, il faut que la dernière injection ait lieu au moins 12 heures avant le nœud axial. Rien de neuf, hein. Pour l'héparine non fractionnée à faible dose,
c'est 4 heures. Et pour le fond d'appareil Nux, grosse prudence sur le fond d'appareil Nux, vous savez que sa demi-vie est longue et c'est 36 heures. Si on passe au curatif, vous voyez ici, pour les héparines, on retrouve les mêmes règles que pour une chirurgie à risque hémorragique, la règle des 6, 12, 24, 6 heures quand vous utilisez de l'héparine non fractionnée à la seringue électrique, 12 heures si vous utilisez de l'héparine non fractionnée par voie sous-cutanée, et le classique 24 heures pour les HBPM à dose curative. Les anticoagulants oraux, c'est le point où il y a une divergence entre les recommandations européennes et les recommandations françaises, et en particulier les positions du GIHP. Concernant les AVK, voilà. Les AVK, vous voyez que d'emblée, il est noté qu'il faut monitorer l'INR, mais surtout qu'il faut que l'INR soit normal. Dans toutes les recommandations qu'on avait jusqu'à présent, il n'y avait pas de données sur la valeur de l'INR pour faire un geste neuraxial. Probablement que dans l'imaginaire collectif, on avait dû tous considérer que c'était un INR à 1,5 comme pour une chirurgie hémorragique, mais quand vous regardez les textes, on trouve de données nulle part. On a profité des recos européennes et de cette INR normale pour aller gratter un peu, et on a trouvé quelques papiers qui montrent qu'effectivement, entre le 1,2 d'INR et le 1,5, il y a une petite différence sur le risque hémorragique. Si on quitte brièvement l'anesthésie neuraxiale et qu'on passe ici à de l'orthopédie, 600 000 patients opérés entre 2008 et 2011, peu importe, les auteurs se sont intéressés aux complications hémorragiques en fonction de la valeur de l'INR. Et vous voyez que quand l'INR est entre 1 et 1,5, eh bien on a plus de complications hémorragiques que lorsque l'INR est normal à 1. Et on n'est pas dans du neuraxial, on est dans de la chirurgie, ce qui laisse penser que quand même, quand on est à 1,4 à 5, on n'est pas si bien pour faire du neuraxial. Et on trouve la même chose ici dans cette grosse série de patients opérés d'une prothèse totale de hanche, où là encore, les auteurs se sont intéressés au lien entre la valeur de l'INR et les complications hémorragiques. Et vous voyez, quand on est entre 1,25 et 1,5, ce qui est surligné en rose, eh bien, il y a plus de complications hémorragiques que quand on est en dessous de 1,25. C'est la raison pour laquelle les recommandations aujourd'hui, les européennes proposent un INR normal et les recommandations françaises, un INR à 1,2 ou moins, c'est-à-dire à peu près la même chose. Pour les AOD, c'est là qu'est la divergence. Les recommandations européennes, elles proposent un arrêt de 72 heures entre l'AOD et le geste neuraxial. À première vue, on se dit, ah bah ça c'est bien, hein, c'est les recommandations européennes, ça va simplifier nos affaires, 72 heures, ça ressemble à ce qu'on fait pour de la chirurgie à risque hémorragique, au moins ce sera pareil. Ça c'est à première vue, et pas tout à fait dans le sens de la littérature. Quand vous regardez le petit blabla que j'ai écrit en dessous, c'est juste pour réfléchir à ce que c'est une dernière prise à J-3 et quand on compte en heures comme les 72 heures. En France, on dit souvent que le Xaban, Rivaroxaban, Apixaban, c'est une dernière prise à J-3. La dernière prise à J-3, si c'est le soir, c'est 60 heures entre le comprimé et la chirurgie en première position. Si c'est le matin, c'est 72 heures entre la dernière prise et la première position. Ça, c'est juste le truc à avoir en tête pour la diapo d'après. Ce qu'on avait dit au GIHP, c'est que pour l'anesthésie neuraxiale, on souhaitait que l'hémostase soit normale au moment où on plantait l'aiguille, qu'elle soit normale, pas chez 80% des patients, mais qu'elle soit normale sur l'ensemble de la population des patients. Et c'est pour cette raison-là qu'on avait proposé une dernière prise à J-5, parce qu'on l'avait montré dans une petite étude. On avait pris des patients traités par AOD qui nécessitaient une chirurgie, qui avaient arrêté plus ou moins longtemps leur AOD, et au moment où on les mettait sur la table pour l'induction, on faisait un prélèvement pour pouvoir regarder le lien entre le temps passé depuis le dernier comprimé et la concentration résiduelle. Et vous voyez sur le tableau, on avait montré que pour que toute la population des patients qu'on dosait ait une hémostase normale sur la table, il fallait qu'il y ait une dernière prise à J-5. Et c'est à cause de ce papier-là et d'autres qui ont la même méthodologie qui vont suivre derrière, qu'on avait proposé cette dernière prise à J-5 qui, à un moment donné, en consultation, finit toujours par nous ennuyer, surtout quand on a une équipe qui ne travaille pas exactement de la même façon. Mais c'est pour ça, pour être sûr que tous les patients allaient au bloc avec une hémostase normale. Les Américains, ils ont fait le même genre d'étude, c'est l'étude PAUSE. Ils ont pris des patients traités par AOD, il y avait un protocole d'arrêt des AOD, et quand le patient était installé sur la table, il faisait un dosage. Et vous voyez qu'on retrouve cette affaire de 60 heures et 72 heures, c'est pour la barre entourée de noir. Quand on fait une dernière prise à J-3, entre 60 et 72 heures,
Que vous utilisiez de l'apixaban, du dabigatran ou du rivaroxaban, vous voyez qu'il y a une concentration résiduelle dans une petite proportion de patients. Et c'est la raison pour laquelle, même si les recommandations européennes proposent 72 heures, le GIHP va continuer de proposer une dernière prise à J-5 pour que ces patients-là, ceux qui restent avec des concentrations résiduelles, ne reçoivent pas une aiguille dans le dos alors qu'ils ont une concentration résiduelle et que le reste de la littérature montre qu'il y a une association avec un surrisque hémorragique. Donc on va rester sur la dernière prise à J-5 dans cette situation. Dans les points importants, quand vous utilisez une péridurale, tant que la péridurale est dans le dos, vous ne pouvez pas utiliser des anticoagulants à dose curative. Ce n'est pas le moment de reprendre une anticoagulation curative, qu'elle soit par HBPM ou par AOD, à dose curative. C'est ce que disent les recommandations européennes, c'est ce que disent les recommandations françaises. Et une fois que vous avez enlevé le cathéter, ou une fois que vous avez fait votre rachianesthésie, pour réintroduire du curatif, c'est les mêmes règles que pour la chirurgie hémorragique, il vous faut attendre au moins 24 heures avant de remettre du curatif. Les situations d'urgence, c'est exactement les mêmes règles. On peut tout faire sous aspirine, rien faire si ça n'est pas de l'aspirine, rien sous anti-P2Y12, rien sous anticoagulant. D'accord, mais et si on réverse? Si on réverse, alors est-ce qu'on a le droit de faire de l'anesthésie neuraxiale? C'est ça la question finalement. Eh bien, si on réverse des AVK avec des concentrés de complexe prothrombinique à la bonne posologie et qu'on a contrôlé l'INR pour vérifier qu'on est au moins 1, 2 ou en dessous, alors effectivement, on peut faire une anesthésie neuraxiale, c'est ce que disent les recommandations publiées l'an dernier. Si c'est du dabigatran, on a un antidote qui permet d'effondrer la concentration active en dabigatran, c'est l'idarucizumab. Si vous mettez l'idarucizumab, il y a très peu de variabilité de réponse. Vous êtes à peu près sûr d'avoir effondré totalement votre concentration en dabigatran. Et oui, effectivement, vous pouvez réaliser un geste neuraxial. Si c'est de l'apixaban ou du rivaroxaban, eh bien non, vous ne pouvez pas. Pour une raison simple, c'est que nous n'avons pas d'antidote spécifique de ces anticoagulants. On met des concentrés de complexe prothrombinique, on essaye d'améliorer le reste de l'hémostase, mais l'anticoagulant est toujours là. Et donc, même si vous utilisez des concentrés de complexe prothrombinique, vous ne pouvez pas réaliser de geste neuraxial, sauf s'il n'y a déjà plus d'anticoagulants et que vous avez fait un dosage qui montre que votre concentration est inférieure au seuil de sécurité de 30 nanogrammes par millilitre. Cette diapo avait juste pour objectif de résumer les seuils. Les AVK, c'est l'INR et c'est 1, 2 ou en dessous. Les AOD, c'est 30 nanogrammes par millilitre, rien de neuf. Et pour les HBPM, comme pour le fond d'appareil nuque, c'est 0,1, là aussi rien de neuf. Un mot de l'anesthésie périphérique, on redoute l'hématome, mais pas l'hématome périmédulaire, l'hématome de site variable selon le type d'ALR que vous faites. Un hématome qui pourrait exposer à un risque de reprise chirurgicale, de transfusion ou de compression nerveuse. Et les anticoagulants dans la littérature majorent ce risque avec des données qui sont globalement fragiles. Et toute la question va être de déterminer quels sont les blocs profonds pour lesquels le risque d'hématome est trop élevé et qu'on ne pourra pas réaliser ni sous anticoagulant ni sous anti-P2Y12, des blocs superficiels pour lesquels on pourra réaliser le bloc, quel que soit le type d'antithrombotique. Les recommandations proposent d'utiliser de l'échographie, ça on le sait, mais surtout dans le contexte des antithrombotiques, parce qu'il y a quelques données qui montrent que d'utiliser l'échographie réduit le risque de ponction vasculaire, donc le risque d'hématome. Ça réduit le risque, mais ça ne le fait pas disparaître. Évidemment, quand vous mettez votre sonde, vous voyez très bien les gros vaisseaux, et il n'y a à peu près aucune raison que vous rentriez dedans. Mais il y a tous les tout petits vaisseaux. N'oubliez pas l'hypervascularisation du diabétique et ces mini-vaisseaux que vous risquez de déchiqueter, et sous antithrombotique, le risque est augmenté. Donc la seule question, c'est qu'est-ce qui est bloc profond, qu'est-ce qui est bloc superficiel, avec pendant longtemps aucun consensus et aucune classification stricte. Les Anglais avaient proposé qu'on classe le risque comme ça de façon croissante, sans mettre de cut-off entre profond et superficiel. Les recommandations européennes se sont positionnées, vous voyez ici. Les blocs profonds sont à gauche, les blocs superficiels à droite. On retrouve tout ce qui n'est pas compressible, donc l'infraclaviculaire, les paravertébraux, le plexus lombaire, et tout en bas, la rachianesthésie, la péridurale. Et puis à droite, au contraire, des blocs qu'on peut aisément réaliser chez un patient sous antithrombotique, donc sous AVK avec 3 d'INR, sous AOD, sous clopidogrel, sous ticagrelor, le bloc axillaire, le bloc fémoral, le bloc du canal des adducteurs. La justification à partir de la littérature de ce tableau est fragile, et donc on peut s'étonner éventuellement que la péribulbaire soit à cet endroit, comme le bis,
ou le bloc des érecteurs, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir une classification sur laquelle appuyer nos pratiques. Dans ces situations, pour les blocs profonds, qu'on ne peut pas réaliser sous anticoagulant, pour les AOD, eh bien, on retombe sur le tableau classique, une dernière prise à J-3 pour l'exaban, J-4 pour le dabigatran à fonction rénale normale et J-5 pour le dabigatran à fonction rénale altérée. J'en ai fini, c'est ma diapositive de conclusion. Pour les blocs neuraxiaux, on ne peut rien faire sous antithrombotique à l'exception de l'aspirine jusqu'à 300 mg. Pour les autres, il faut les arrêter et pour ça, il faut respecter les délais d'arrêt. J'ai argumenté pourquoi notre position, c'est de garder une dernière prise à J-5 pour les AOD pour du neuraxial. Rappelez-vous juste que quand vous enlevez un cathéter de péridurale, vous exposez votre patient au même risque que quand vous le mettez. Donc il faut respecter les mêmes délais d'arrêt. Pour les blocs périphériques, c'est superficiel d'un côté, profond de l'autre. Superficiel, on y va tranquillement. Pour les blocs profonds, on suit les mêmes délais d'arrêt que pour la chirurgie à risque hémorragique et je vous remercie.